Il y a plus de 15 000 ans, un petit groupe d'êtres humains fit un pas qui allait changer à jamais l'histoire de la planète. Ils ne le savaient pas. Ils n'avaient ni carte, ni boussole, ni la moindre idée que de l'autre côté de cette plaine glacée battue par le vent s'étendait un continent entier, vierge, inhabité, peuplé d'animaux qui n'avaient jamais vu un être humain. Ils marchèrent tout simplement. Ils suivirent les troupeaux, ils cherchèrent un horizon meilleur. Et sans le savoir, ils entamèrent la colonisation du dernier grand territoire vide de la Terre. Chers voyageurs du temps, nous parcourons aujourd'hui le voyage le plus long et le plus déterminant de l'histoire humaine, la traversée de l'Asie à l'Amérique. Un exode qui couvrit des milliers de kilomètres, qui se prolongea pendant des milliers d'années, qui traversa des glaciers, des steppes, des côtes et des montagnes, et qui culmina avec l'occupation d'un continent s'étendant de l'Arctique à la Patagonie. Nous découvrirons qui furent ces premiers explorateurs, d'où ils venaient exactement, quelle route ils suivirent, ce qu'ils trouvèrent en arrivant et pourquoi la science moderne, armée d'ADN anciens et de technologies qui n'existaient pas il y a à peine 20 ans, est en train de réécrire entièrement tout ce que nous croyions savoir sur le peuplement de l'Amérique. Avant d'entreprendre ce voyage millénaire, faites-nous savoir en commentaire de quel pays vous nous regardez. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains voyages vers les moments les plus fascinants de l'histoire de la Terre. Pour comprendre comment les premiers humains arrivèrent en Amérique, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel ils vivaient. Et le monde d'il y a entre 30 000 et 15 000 ans était un endroit radicalement différent de l'actuel. La planète se trouvait en pleine glaciation du Pléistocène, plongée dans l'une des phases glaciaires les plus intenses des 100 000 dernières années. Les températures moyennes globales étaient de 6 à 10 degrés inférieures à celles d'aujourd'hui. D'immenses masses de glace couvraient de vastes régions de l'hémisphère nord, de la Scandinavie aux îles britanniques en Europe, et de l'Alaska jusqu'à l'emplacement actuel de villes comme New York et Chicago en Amérique du Nord. Toute cette eau emprisonnée sous forme de glace provenait des océans. Le niveau de la mer avait chuté de manière drastique, de 120 à 130 mètres en dessous du niveau actuel. Des côtes entières s'étaient retrouvées à l'air libre. Des régions aujourd'hui submergées sous des dizaines de mètres d'eau étaient alors de la terre ferme, praticable à pied. Et c'est ici que la géographie nous offre la clé de toute l'histoire, le détroit de Bering, ce bras de mer d'à peine 85 km qui sépare aujourd'hui la pointe orientale de la Sibérie de la pointe occidentale de l'Alaska n'existait pas. À sa place s'étendait une vaste plaine que les scientifiques ont baptisée Béringie, un pont terrestre qui reliait l'Asie à l'Amérique du Nord de façon continue. Mais le qualifier de pont est une erreur qui déforme la réalité. La Béringie n'était pas un corridor étroit que les humains franchissaient en quelques jours de marche forcée. C'était un territoire immense, de plus de 1500 km du nord au sud, dans sa partie la plus large, avec une superficie totale dépassant les 2 millions de kilomètres carrés. La Béringie était plus grande que bien des pays européens. C'était un sous-continent à part entière. Et elle était loin d'être un désert glacé et inhospitalier. Les recherches paléoclimatiques les plus récentes ont révélé qu'une grande partie de la Béringie était couverte d'une steppe riche en végétation herbacée, semblable aux grandes prairies que l'on trouve aujourd'hui en Mongolie ou en Asie centrale. Malgré les températures extrêmes de l'hiver, les étés étaient suffisamment longs et chauds pour qu'une couche d'herbes nutritives pousse et nourrisse d'importantes populations d'herbivores, mammouths laineux, bisons des steppes, chevaux sauvages, rennes, bœufs musqués et saïgas. Là où il y avait des herbivores, il y avait des prédateurs, loups, ours bruns et, bien entendu, des êtres humains. Les humains qui peuplèrent la Béringie n'étaient pas des voyageurs de passage. Les études génétiques les plus récentes suggèrent que des populations humaines vécurent en Béringie pendant des milliers d'années,
peut-être entre 5000 et 10 000 ans avant de poursuivre vers l'intérieur de l'Amérique. Durant cette période prolongée, ces populations restèrent partiellement isolées, tant de leurs parents sibériens que des territoires américains qui s'étendaient plus au sud, bloqués par les immenses glaciers qui recouvraient le Canada et le nord des États-Unis. Cet isolement prolongé laissa une empreinte génétique détectable. Les Amérindiens possèdent des marqueurs d'ADN uniques qui ne se retrouvent pas dans les populations asiatiques actuelles et qui ne peuvent s'expliquer que par une période d'isolement génétique au sein d'une population relativement restreinte. La Béringie fut, en un sens, la salle d'attente de l'Amérique, un lieu où les ancêtres de tous les peuples amérindiens vécurent, s'adaptèrent au froid extrême et attendirent, sans le savoir, que les glaciers s'ouvrent et leur permettent de continuer vers le sud. Les habitants de la Béringie étaient des Homo sapiens anatomiquement modernes, descendants des populations qui avaient quitté l'Afrique des dizaines de milliers d'années plus tôt et qui avaient parcouru lentement l'intérieur de l'Asie, s'adaptant à chaque nouvel environnement rencontré sur leur chemin. Leur voyage depuis l'est de l'Afrique jusqu'à l'extrémité nord-orientale de l'Asie avait couvert plus de 30 000 kilomètres et plus de 50 000 ans de migration graduelle. C'étaient des chasseurs-cueilleurs extraordinairement résilients, capables de survivre dans certains des climats les plus hostiles de la planète. Ils maîtrisaient le feu, fabriquaient des outils de pierre et d'os sophistiqués, cousaient des vêtements de peau ajustés au corps pour se protéger du froid et parlaient probablement des langues complexes leur permettant de coordonner les chasses, de transmettre les connaissances et de maintenir des réseaux sociaux entre groupes distants. Pendant la majeure partie du XXe siècle, l'explication dominante du peuplement de l'Amérique fut simple, élégante et, comme la science l'a démontré au cours des dernières décennies, probablement incomplète. On la connaît sous le nom de modèle Clovis et pendant un demi-siècle, elle fut l'évangile de l'archéologie américaine. Selon ce modèle, les premiers humains pénétrèrent en Amérique il y a environ 13 500 ans, traversant la Béringie et progressant vers le sud par un corridor libre de glace qui s'ouvrit entre les deux grandes calottes glaciaires couvrant le Canada. L'inland 6 laurentidien qui s'étendait sur l'est du pays et l'inland 6 de la Cordillère qui recouvrait les montagnes rocheuses et la côte du Pacifique. Lorsque les températures commencèrent à monter à la fin de la dernière glaciation, les deux calottes se séparèrent suffisamment pour créer un passage praticable entre elles, un corridor s'étirant de l'Alaska aux grandes plaines du centre des États-Unis. Les premiers Américains auraient emprunté ce corridor et, en atteignant les plaines riches en mégafaune, se seraient rapidement dispersés vers le sud, atteignant l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et finalement la Patagonie dans un délai étonnamment bref. Le modèle tirait son nom de la culture Clovis, un ensemble d'outils de pierre extraordinairement raffinés, en particulier les pointes de projectiles à cannelure, qui apparaissent dans des gisements de toute l'Amérique du Nord datés d'environ 13 000 ans. Les pointes Clovis sont des objets d'une beauté technique impressionnante, taillés avec une précision exigeant une habileté considérable et une connaissance approfondie des propriétés de la pierre. Pendant des décennies, ces pointes furent considérées comme la preuve la plus ancienne de la présence humaine dans les Amériques, et la culture qui les produisait fut proclamée première culture américaine, mère de tous les peuples autochtones du continent. Mais à partir des années 90, le modèle Clovis commença à se fissurer, et au cours des 2 dernières décennies, il s'est effondré presque entièrement. Le coup le plus dévastateur vint du site de Monteverde dans le sud du Chili. Fouillé par l'archéologue américain Tom Dillehay à partir des années 70, Monteverde révéla des preuves indiscutables d'occupation humaine datées d'au moins 14 500 ans, plus de 1000 ans avant les premières pointes Clovis. Le gisement contenait des vestiges d'habitation, des outils de pierre et de bois, des restes d'aliments végétaux et animaux, et même une empreinte humaine préservée dans l'argile.
Monteverde démontrait que les humains étaient déjà présents à l'extrême sud de l'Amérique du Sud avant l'apparition de la culture Clovis en Amérique du Nord. Et cela était impossible à expliquer avec le modèle du corridor intérieur, car atteindre le sud du Chili depuis l'Alaska à pied aurait nécessité des milliers d'années de migration graduelle. Si les humains se trouvaient au Chili il y a 14 500 ans, ils avaient dû pénétrer en Amérique bien plus tôt. Combien de temps avant ? Les découvertes les plus récentes suggèrent que la réponse pourrait être stupéfiante. Dans la grotte de Chiquihuite, dans l'état de Zacatecas, au Mexique, une équipe de chercheurs dirigée par Ciprián Ardelean a publié en 2020 la découverte d'outils de pierre pouvant dater de plus de 30 000 ans. Si cette datation se confirme, elle impliquerait que les êtres humains atteignirent l'Amérique pendant le dernier maximum glaciaire, lorsque les grandes calottes de glace étaient à leur point d'expansion maximale et que le corridor intérieur était entièrement bloqué. Cela signifierait que la première entrée en Amérique ne se fit pas par le corridor entre les glaciers, mais par une autre route. Et cette autre route est celle que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de route côtière du Pacifique. Selon cette hypothèse, les premiers Américains ne marchèrent pas à travers l'intérieur glacé du Canada, mais suivirent la côte du Pacifique, se déplaçant vers le sud le long d'une frange littorale qui, bien que froide elle aussi, était libre de glace grâce à l'influence modératrice de l'océan. Voyageant dans des embarcations rudimentaires, peut-être de simples radeaux ou des canots de peau, et s'arrêtant sur les plages et aux embouchures des rivières pour chasser les phoques, récolter les coquillages et pêcher, les premiers Américains auraient pu descendre depuis la Béringie jusqu'aux côtes de l'Amérique du Sud sans jamais avoir besoin de s'enfoncer dans le continent glacé. La route côtière présente un avantage logique considérable. Elle explique comment les humains purent atteindre le Chili avant que le corridor intérieur ne fût ouvert. Mais elle pose aussi un problème dévastateur pour les archéologues. Les preuves sont submergées. Les côtes qu'auraient empruntées les premiers migrants se trouvent aujourd'hui sous des dizaines de mètres d'eau, englouties par la remontée du niveau de la mer survenue avec la fonte des glaces à la fin de la glaciation. Les campements côtiers, les outils abandonnés sur les plages, les restes de feu allumés face à l'océan, tout cela gît au fond du Pacifique, inaccessible à l'archéologie conventionnelle. C'est l'une des grandes frustrations de la discipline. La route la plus probable est aussi la plus difficile à démontrer. Si l'archéologie traditionnelle a lutté pendant des décennies pour déterminer quand et comment les premiers humains arrivèrent en Amérique, la génétique moderne a fourni un arsenal d'outils entièrement nouveaux qui transforme le débat depuis ses fondements. Et ce que l'ADN révèle est une histoire bien plus complexe, bien plus riche et bien plus surprenante que ce qu'aucun modèle simple n'aurait pu prédire. Les études génétiques des populations amérindiennes actuelles, combinées aux analyses d'ADN, anciens extraits de restes humains préhistoriques, ont établi avec clarté que tous les peuples autochtones d'Amérique, des Inuits de l'Arctique canadien aux Yagans de la Terre de Feu, descendent d'une population fondatrice qui traversa la Béringie depuis le nord-est de l'Asie. Cette population était génétiquement apparentée aux populations actuelles de l'est de la Sibérie, en particulier à des groupes tels que les Évènes, les Yakoutes et les Koryaks. Mais elle n'était identique à aucun d'entre eux. Les premiers Américains portaient un mélange génétique unique qui comprenait des composantes d'ascendance est-asiatique, accompagné d'une proportion significative d'ascendance liée à des populations anciennes du nord de l'Eurasie, un groupe que les généticiens appellent les anciens nord-eurasiens. Cette composante nord-eurasienne fut l'une des surprises les plus inattendues de la génétique du peuplement américain. En 2013, le séquençage du génome d'un enfant de 4 ans enterré il y a 24 000 ans à Malta, près du lac Baïkal en Sibérie, révéla que cet individu appartenait à une population partageant une proportion significative d'ascendance avec les Européens modernes. Et de manière surprenante, avec les Amérindiens également. L'implication était limpide.
Avant de traverser vers l'Amérique, les ancêtres des Amérindiens s'étaient mêlés à une population de l'intérieur de l'Eurasie ayant des connexions génétiques avec l'Europe. Les premiers Américains portaient en eux, littéralement, un héritage génétique de deux mondes. Mais l'histoire génétique se complique davantage encore lorsqu'on l'examine en détail. Les analyses à haute résolution ont identifié au moins 2 et possiblement 3 vagues migratoires principales depuis la Béringie vers l'intérieur de l'Amérique. La première vague, la plus ancienne, donna naissance à la grande majorité des populations amérindiennes actuelles, des Algonquins du Canada aux Mapuches du Chili et aux Guaranis du Brésil. Tous ces peuples, malgré leurs immenses différences culturelles, linguistiques et géographiques, partagent un ancêtre commun qui traversa la Béringie à un moment situé entre il y a 20 000 et 15 000 ans. La deuxième vague migratoire, plus récente, donna naissance aux populations parlant les langues nadénées, un groupe qui comprend les Navajos, les Apaches et les Tlingits du nord-ouest de l'Amérique du Nord. Ces populations partagent une plus grande proportion d'ascendance avec les populations sibériennes actuelles, ce qui suggère une migration postérieure ayant apporté une composante génétique supplémentaire depuis l'Asie. Et la troisième vague, la plus récente de toutes, correspond aux ancêtres des Inuits et des Yup'ik, les peuples de l'Arctique américain qui s'adaptèrent aux conditions les plus extrêmes du continent. Les Inuits arrivèrent en Amérique il y a à peine 5000 ans et descendent directement d'une culture sibérienne connue sous le nom de tradition paléo-esquimaude. Ce qui est véritablement fascinant, c'est que chacune de ces vagues migratoires laissa une signature génétique distincte encore détectable dans les populations modernes. Les généticiens peuvent déterminer, avec une marge d'erreur toujours plus étroite, quelle proportion du génome d'une personne amérindienne provient de la première vague, de la deuxième ou de la troisième. Ils peuvent retracer les routes migratoires qu'empruntèrent ces gènes au fil de milliers d'années et de milliers de kilomètres. Et ils peuvent identifier les moments où des populations distinctes se rencontrèrent, se mêlèrent et produisirent les combinaisons génétiques qui définissent les peuples actuels. Au Mexique, les études génétiques ont révélé une histoire particulièrement riche et complexe. Les populations indigènes mexicaines présentent une diversité génétique extraordinaire, supérieure à celle de la plupart des groupes amérindiens d'Amérique du Nord. Cela suggère que le Mexique fut un point de convergence où différentes vagues migratoires se rencontrèrent et se mêlèrent au fil des millénaires. Certains groupes indigènes du sud du Mexique, comme les Mixtèques et les Zapotèques, portent des composantes génétiques qui les rattachent aux populations les plus anciennes du continent. D'autres groupes du nord, comme les Tarahumara et les Yaquis, présentent des profils génétiques légèrement différents qui pourraient refléter des contacts ultérieurs avec des populations arrivées lors de vagues plus récentes. Le Mexique ne fut pas un simple lieu de passage. Ce fut un creuset où les différents courants migratoires qui peuplèrent l'Amérique se rencontrèrent, s'installèrent et fusionnèrent. Lorsque les premiers humains laissèrent derrière eux la Béringie et posèrent le pied sur ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique, ils se trouvèrent face à un monde sans précédent dans l'expérience d'aucun être humain ayant jamais foulé la Terre. C'était un continent s'étendant de l'Arctique jusqu'à proximité du pôle Sud, englobant tous les climats imaginables, des toundras glacées aux forêts tropicales, des déserts brûlants aux montagnes de plus de 6000 mètres d'altitude. Et il était peuplé d'une faune, d'une richesse et d'une taille qu'il nous est aujourd'hui presque impossible de concevoir. L'Amérique était le dernier continent où la mégafaune du Pléistocène subsistait dans toute sa splendeur. Les mammouths de Colomb, plus grands que leurs cousins laineux d'Eurasie, parcouraient les plaines de l'Alaska à l'Amérique centrale en troupeaux pouvant compter des dizaines ou des centaines d'individus. Les mastodontes, avec leur défense incurvée et leur constitution robuste, peuplaient les forêts de l'Est et du Sud. Les paresseux terrestres géants, dont certains atteignaient la taille d'un éléphant, se dressaient sur leurs pattes arrière pour arracher les branches des arbres les plus hauts.
Des glyptodontes de la taille d'une petite voiture, cuirassés de carapaces osseuses, circulaient dans les prairies sud-américaines. Des chevaux américains, des chameaux, des bisons, des steppes aux cornes de 2 mètres d'envergure et des castors géants de la taille d'un ours complétaient un paysage faunistique sans équivalent moderne. Et parmi les prédateurs, l'Amérique offrait un casting tout aussi formidable. Smilodon, le félin à dents de sabre le plus célèbre du monde, guettait dans les plaines avec ses canines de 20 cm. Le lion américain, possiblement le plus grand félin à canines normales ayant jamais existé, avec des spécimens dépassant les 400 kg, patrouillait les prairies ouvertes. Arctodus simus, l'ours à face courte, était le plus grand carnivore terrestre d'Amérique du Nord, un prédateur aux longues pattes pouvant dépasser la tonne et qui courait probablement à des vitesses surprenantes pour un animal de sa taille. D'immenses loups chassaient en meute coordonnée. Et dans les cieux, les Teratornithidés, des rapaces d'une envergure atteignant 4 mètres, survolaient les plaines en quête de charognes ou de petites proies. Pour les premiers humains qui atteignirent ce continent, la rencontre avec la mégafaune américaine dut être un événement extraordinaire. Ces chasseurs venaient de Béringie et de Sibérie, où ils avaient cohabité pendant des milliers d'années avec des mammouths laineux, des rhinocéros laineux et des lions des cavernes. Ils n'étaient pas étrangers aux grands animaux. Mais la mégafaune américaine possédait une caractéristique qui la rendait radicalement différente de celle d'Eurasie. Elle n'avait jamais vu un être humain. Jamais. Durant tout le temps que ces animaux avaient passé à évoluer en Amérique, aucun prédateur bipède armé de lances et capable de coordonner des embuscades grâce au langage n'avait posé le pied sur leur territoire. Cette absence d'expérience avec les humains put constituer un avantage décisif pour les premiers colonisateurs. En écologie, on la désigne sous le nom d'hypothèse de la naïveté des proies. Les animaux qui n'ont pas coévolué avec des prédateurs humains ne les reconnaissent pas comme une menace. Ils ne fuient pas en les voyant approcher. Ils ne modifient pas leur comportement pour les éviter. Ils n'associent pas la présence de ces bipèdes étranges au danger mortel qu'ils représentent. Les premiers humains en Amérique purent s'approcher des mammouths, des mastodontes et des paresseux géants avec une facilité qui aurait été impensable en Eurasie, où la mégafaune s'adaptait depuis des centaines de milliers d'années à la présence de chasseurs humains toujours plus sophistiqués. Les preuves archéologiques des premiers établissements humains en Amérique révèlent une diversité de stratégies de survie reflétant l'immense variété des écosystèmes que trouvèrent les colonisateurs. Dans les plaines du centre de l'Amérique du Nord, les sites Clovis et pré-Clovis dévoilent des campements de chasseurs spécialisés dans la mégafaune avec des pointes de projectiles associées directement à des os de mammouth et mastodontes. Sur les côtes du Pacifique, les rares gisements côtiers ayant survécu à la montée du niveau de la mer montrent une économie fondée sur les coquillages, les poissons et les mammifères marins. Dans les grottes du centre du Mexique, comme Chiquihuite, les outils découverts suggèrent une adaptation à la chasse au petit gibier et à la cueillette en milieu montagneux semi-aride. La vitesse à laquelle les humains se dispersèrent à travers le continent fait encore l'objet de débats, mais les estimations les plus récentes sont stupéfiantes. De l'entrée par la Béringie à la pointe la plus australe de l'Amérique du Sud, il y a plus de 15 000 km en ligne droite, et bien davantage en suivant les routes réelles que les migrants auraient dû emprunter. Les découvertes de Monteverde, dans le sud du Chili, démontrent que les humains s'y trouvaient déjà il y a au moins 14 500 ans. Si l'entrée principale se produisit il y a 16 000 ou 17 000 ans, cela signifie que les premiers Américains parcoururent tout le continent en à peine 2 000 ou 3 000 ans. C'est une vitesse d'expansion extraordinaire, de l'ordre de 5 à 10 km par an d'avancée nette, qui ne peut s'expliquer que si les premiers colonisateurs se déplaçaient rapidement le long des côtes et des principaux cours d'eau, établissant des campements temporaires et poursuivant leur progression vers le sud de façon quasi continue.
Une question rarement posée mais fondamentale est pourquoi continuaient-ils d'avancer ? Qu'est-ce qui poussait ces groupes humains à poursuivre vers le sud, vers des territoires totalement inconnus, au lieu de rester là où ils se trouvaient ? La réponse la plus probable est une combinaison de pression démographique et d'abondance de ressources. Chaque génération qui naissait avait besoin de plus de territoire pour se nourrir. Et au sud, toujours au sud, il y avait plus de territoire, plus de proies, plus d'espace. Un groupe de chasseurs-cueilleurs qui trouvaient une vallée giboyeuse pouvait s'y installer pendant des années ou des décennies. Mais lorsque les fils et les petits-fils grandissaient, ils avaient besoin de nouvelles terres. Et les nouvelles terres étaient toujours plus au sud, vierges, peuplées d'animaux qui ne savaient pas fuir les humains. L'expansion ne fut pas une décision consciente, ce fut une conséquence inévitable de la biologie et de la géographie. Ce qui se produisit après l'arrivée des humains en Amérique est l'un des chapitres les plus tragiques et les plus débattus de toute l'histoire naturelle. En un intervalle géologiquement instantané, la mégafaune américaine, cette faune colossale qui avait prospéré pendant des millions d'années, s'effondra. La liste des victimes est saisissante. Les mammouths de Colomb disparurent. Les mastodontes s'éteignirent. Les paresseux terrestres géants, qui avaient survécu à des dizaines de cycles glaciaires et interglaciaires, disparurent des deux continents en à peine quelques millénaires. Les glyptodontes s'évanouirent. Les chevaux américains, qui avaient évolué en Amérique du Nord pendant 50 millions d'années, s'éteignirent totalement et ne reviendraient qu'avec leur réintroduction par les Espagnols au XVIe siècle. Les chameaux américains connurent le même sort. Smilodon, le maître incontesté de la chaîne alimentaire pléistocène, disparut il y a à peine 10 000 ans. Le lion américain s'éteignit. L'ours à face courte cessa d'exister. Au total, plus de 80% des grands mammifères d'Amérique disparurent entre il y a 15 000 et 10 000 ans. La coïncidence temporelle avec l'arrivée des humains est trop précise pour être fortuite. Et pourtant, imputer l'entière responsabilité à la chasse humaine serait une simplification excessive. Le débat sur les causes de l'extinction de la mégafaune américaine est l'un des plus intenses et des plus prolongés de la paléontologie moderne, et la réponse la plus honnête est qu'il s'agit probablement d'une tempête parfaite de facteurs convergents. Le premier facteur est le changement climatique. La fin du Pléistocène coïncida avec un réchauffement global rapide qui transforma radicalement les écosystèmes de tout le continent. La steppe à mammouth, cet immense biome qui avait nourri des millions de grands herbivores, se fragmenta et disparut à mesure que les forêts progressaient vers le nord. Les prairies se contractèrent, les déserts s'étendirent dans certaines régions tandis que dans d'autres l'humidité augmentait de façon drastique. Les animaux adaptés au froid et aux espaces ouverts du Pléistocène se retrouvèrent piégés dans un monde qui changeait trop vite pour que l'évolution pût répondre. Le mammouth de Colomb, adapté aux prairies tempérées d'Amérique du Nord, perdit son habitat à mesure que ces prairies se transformaient en forêts fermées où un animal de sa taille ne pouvait manœuvrer. Le deuxième facteur est la chasse humaine. Les premiers Américains étaient des chasseurs aguerris qui avaient affiné leur technique pendant des milliers d'années dans les steppes de Sibérie et de Béringie. Ils arrivèrent sur un continent gorgé de proies qui ne les craignaient pas. L'hypothèse du Blitzkrieg, ou guerre éclair, proposée par le paléontologue Paul Martin dans les années 60, suggère que les humains se répandirent rapidement à travers le continent, exterminant la mégafaune sur leur passage avant que les animaux ne puissent apprendre à les redouter. Les découvertes archéologiques en divers points de l'Amérique montrent des preuves directes de chasse à la mégafaune. Des pointes de projectiles fichées dans des os de mammouth, des accumulations d'os de mastodontes portant des marques de boucherie humaine, des restes de foyers à côté de squelettes de paresseux géants débités. Mais l'hypothèse du Blitzkrieg a ses détracteurs. Si les humains exterminèrent la mégafaune si rapidement, pourquoi certains grands animaux survécurent-ils, comme le bison américain, l'élan, le grizzly et le puma ?
Pourquoi la mégafaune africaine, qui a cohabité avec les humains pendant des millions d'années, n'a-t-elle pas subi une extinction comparable ? La réponse la plus probable réside dans la coévolution. En Afrique, les animaux eurent des millions d'années pour s'adapter à la présence d'hominidés chasseurs, apprenant progressivement à les craindre et à développer des stratégies d'évitement. On a dit que la mégafaune n'eut pas cette opportunité. L'arrivée des humains fut trop soudaine pour que la sélection naturelle pût produire les adaptations comportementales nécessaires à la survie. Un troisième facteur, rarement mentionné mais potentiellement dévastateur, est celui des maladies. Les humains ne voyageaient pas seuls. Ils emmenaient avec eux des chiens, les premiers animaux domestiqués, qui portaient eux-mêmes leurs propres parasites et pathogènes. Et les humains eux-mêmes étaient vecteurs de micro-organismes que la faune américaine n'avait jamais affrontés. Il est impossible de savoir avec certitude si les maladies jouèrent un rôle significatif dans l'extinction de la mégafaune, car les pathogènes ne se fossilisent pas. Mais l'analogie avec les extinctions historiques sur les îles, où les maladies introduites par les colonisateurs humains décimèrent les faunes autochtones, suggère que ce facteur ne doit pas être écarté. Le résultat final fut un continent profondément appauvri. L'Amérique passa du statut de foyer de l'une des faunes de grands mammifères les plus riches et diversifiés de la planète à celui d'un territoire où les plus grands herbivores survivants étaient le bison et l'élan, et les plus grands prédateurs le grizzly et le puma. La transformation fut si rapide et si complète qu'elle modifia les écosystèmes de manière permanente. Les forêts s'étendirent sans le contrôle des grands herbivores qui les maintenaient autrefois ouvertes. Les cycles de nutriments changèrent. Les prairies se restructurèrent. Le continent que les premiers Américains avaient trouvé regorgeant de géants devint, en à peine quelques millénaires, un paysage reconnaissable pour nous. Un paysage où les plus grands animaux que l'on puisse croiser ne représentent qu'une fraction de la taille de ceux qui arpentaient les mêmes plaines 10 000 ans plus tôt. Au Mexique, l'extinction de la mégafaune laissa des traces encore visibles aujourd'hui. Les restes de mammouths de colons sont extraordinairement abondants dans le centre du pays. Sur le site de Taltepec, dans l'État de Mexico, on découvrit en 2019 2 pièges creusés dans le sol que les humains paléolithiques avaient construits spécifiquement pour chasser les mammouths. Ce sont les pièges à mammouths les plus anciens connus au monde, et leur découverte démontra que les premiers habitants du Mexique ne chassaient pas les mammouths de manière opportuniste, mais développèrent des stratégies de chasse actives et planifiées contre ces animaux. Ils étaient des ingénieurs du paysage qui modifiaient le terrain pour piéger les plus grandes proies du continent. Sur le site voisin de Santa Lucia, où se trouve aujourd'hui l'aéroport Felipe Ángeles, on exhuma les restes de plus de 70 mammouths au cours des travaux de construction, faisant de ce lieu l'un des plus grands cimetières de mammouths au monde. Chaque os retrouvé dans la vallée de Mexico est un rappel qu'il y a à peine quelques milliers d'années, des géants foulaient le même sol que celui sur lequel marchent aujourd'hui des millions de personnes. Les humains qui survécurent à l'extinction de la mégafaune se retrouvèrent dans un monde transformé. Les proies immenses qui avaient nourri les premières générations d'Américains avaient disparu. Les mammouths n'existaient plus. Les mastodontes s'étaient évanouis. Les paresseux géants n'étaient plus qu'un souvenir, circulant peut-être encore dans les récits nocturnes autour du feu. Les chasseurs de mégafaune durent se réinventer de fond en comble, et ils le firent avec une créativité et une capacité d'adaptation qui définissent notre espèce. En Amérique du Nord, de nombreux groupes se spécialisèrent dans la chasse au bison américain, le plus grand herbivore survivant du continent. Les grandes tueries de bisons documentées archéologiquement sur des sites comme Head Smashed Inn au Canada, où les chasseurs dirigeaient des troupeaux entiers vers des falaises pour les précipiter dans le vide, devinrent la base économique des cultures des Grandes Plaines pendant des milliers d'années. D'autres groupes s'adaptèrent à la vie côtière, exploitant les ressources de la mer avec une efficacité croissante.
Sur les côtes du Pacifique, de l'Alaska à la Basse-Californie, se développèrent des cultures maritimes dépendant de la pêche, de la chasse aux mammifères marins et de la collecte de coquillages. Mais c'est en Mésoamérique, dans la région qui s'étend du centre du Mexique au Costa Rica, que se produisit la transformation la plus déterminante de toutes. Il y a environ 10 000 ans, dans les vallées sèches et tempérées du centre du Mexique, certains groupes de chasseurs-cueilleurs commencèrent à expérimenter avec les plantes sauvages qui faisaient partie de leur régime alimentaire habituel. Ils sélectionnèrent les variétés les plus productives, gardèrent des graines pour la saison suivante, préparèrent le terrain pour favoriser leur croissance, et sans le savoir, ils lancèrent la révolution agricole qui allait transformer de fond en comble l'histoire du continent américain. Le maïs est le produit le plus emblématique de cette révolution. Il descend d'une plante sauvage appelée théosinte, une graminée modeste aux épis minuscules qui pousse encore aujourd'hui dans le centre et le sud du Mexique. La transformation de la théosinte en le maïs que nous connaissons fut l'un des actes d'ingénierie génétique les plus extraordinaires que les êtres humains aient jamais réalisés, bien qu'il l'ait accompli sans laboratoire, sans microscope et sans la moindre notion de ce qu'était un gène. Par la sélection patiente des plantes aux épis les plus gros, aux grains les plus abondants et aux enveloppes les plus faciles à traiter, les agriculteurs mésoaméricains transformèrent une herbe insignifiante en la culture qui nourrit aujourd'hui des centaines de millions de personnes à travers le monde. Le processus prit des milliers d'années, mais le résultat fut une plante si transformée que le maïs moderne ne peut se reproduire sans intervention humaine. Ses grains sont si fermement attachés à l'épi qu'ils ne peuvent se disperser d'eux-mêmes. C'est un organisme qui dépend entièrement de nous, tout comme nous dépendons de lui. Aux côtés du maïs, les Mésoaméricains domestiquèrent le haricot, la courge, le piment, l'avocat, la tomate et le cacao, créant un système agricole intégré fournissant tous les nutriments nécessaires à une alimentation équilibrée. La combinaison du maïs, du haricot et de la courge, connue sous le nom de milpa, est l'un des systèmes de culture les plus ingénieux jamais développés dans l'histoire de l'agriculture. Le maïs fournit une structure verticale le long de laquelle grimpent les haricots. Les haricots fixent l'azote de l'air dans le sol, le fertilisant naturellement, et les courges couvrent le sol de leurs grandes feuilles, réduisant l'évaporation de l'eau et empêchant la croissance des mauvaises herbes. Chaque plante bénéficie aux deux autres. C'est un écosystème agricole conçu par des milliers d'années d'observation, d'expérimentation et de sagesse accumulée. L'agriculture permit quelque chose que la chasse et la cueillette ne pouvaient offrir, la sédentarisation permanente. Lorsqu'un groupe humain peut produire sa propre nourriture en un lieu fixe, il n'a plus besoin de se déplacer saisonnièrement en quête de proies ou de plantes sauvages. Il peut construire des habitations permanentes, stocker des excédents pour les mois de disette, développer des artisanats spécialisés et soutenir des populations toujours plus nombreuses. C'est précisément ce processus qui, au fil des millénaires, transforma les villages d'agriculteurs du centre du Mexique en les premières civilisations complexes du continent américain. Il y a environ 3500 ans, dans les basses terres tropicales du sud de Veracruz et du Tabasco, surgit la civilisation Olmèque, considérée comme la culture mère de la Mésoamérique. Les Olmèques édifièrent les premiers centres cérémoniels monumentaux du continent, sculptèrent les fameuses têtes colossales de basalte pouvant dépasser 3 mètres de hauteur, développèrent un système d'écriture, créèrent un calendrier complexe et établirent des routes commerciales reliant le golfe du Mexique au Pacifique. Tout cela fut possible parce que l'agriculture mésoaméricaine générait les excédents alimentaires nécessaires pour soutenir une société stratifiée comptant prêtres, artisans, dirigeants et travailleurs. Des Olmèques surgirent, des siècles plus tard, les grandes civilisations qui définiraient l'identité culturelle de la Mésoamérique, les Mayas, avec leur extraordinaire astronomie, leur écriture hiéroglyphique et leurs cités dévorées par la jungle, les Zapotèques de Monte Albán à Oaxaca, les Teotihuacanos
dont la cité abrita plus de 100 000 habitants et dont les pyramides du Soleil et de la Lune dominent encore le paysage de la vallée de Mexico. Les Toltecs, les Mixtèques et finalement les Mexicas, dont la capitale Tenochtitlan, bâtie sur une île du lac Texcoco, était l'une des villes les plus grandes et les plus sophistiquées du monde lorsque Hernán Cortés la vit pour la première fois en 1519. Mais la Mésoamérique ne fut pas la seule région d'Amérique où les descendants de ces marcheurs de la Béringie édifièrent des civilisations extraordinaires. Sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, dans l'étroite bande de terre qui s'étend entre les Andes et l'océan, dans ce qui est aujourd'hui le Pérou, se produisit une révolution parallèle et indépendante qui rivalisa en complexité et en ancienneté avec celle de la Mésoamérique. Il y a environ 5000 ans, dans la vallée de Sup, à moins de 200 km au nord de l'actuelle Lima, surgit la cité de Caral, le centre urbain le plus ancien connu de tout le continent américain. Caral contenait des places en contrebas, des pyramides à degrés de jusqu'à 18 mètres de hauteur, des résidences différenciées par statut social et un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation. Le plus stupéfiant est qu'elle se développa sans céramique, sans écriture visible et apparemment sans guerre. On n'a retrouvé ni murailles défensives, ni armes, ni indices de conflits armés. C'est l'une des rares civilisations anciennes du monde qui semble s'être maintenue exclusivement par le commerce et la coopération et non par la conquête. Les habitants de Caral et de la civilisation plus vaste connue sous le nom de Norte Chico furent les acteurs de leur propre révolution agricole, entièrement indépendante de celle de la Mésoamérique, tandis qu'au Mexique la culture centrale fut le maïs. Dans les Andes, le rôle principal revint à la pomme de terre et au quinoa. La domestication de la pomme de terre, qui se produisit sur les hautes terres des Andes il y a au moins 8000 ans, fut un exploit aussi déterminant que la domestication du maïs. À partir de quelques espèces sauvages poussant sur les flancs montagneux à plus de 3000 mètres d'altitude, les agriculteurs andins développèrent des centaines de variétés adaptées à chaque microclimat, chaque altitude, chaque type de sol. On connaît aujourd'hui plus de 3000 variétés de pommes de terre indigènes dans les Andes, la plus grande diversité génétique de tout cultivo sur la planète. Et ce fut cette humble racine, exportée en Europe après la conquête espagnole, qui nourrit des millions de personnes dans l'Ancien Monde et transforma la démographie de pays entiers, de l'Irlande à la Russie. Les Andins réussirent aussi quelque chose qu'aucune autre civilisation américaine ne parvint à accomplir, domestiquer de grands mammifères. Le lama et l'alpaga, domestiqués à partir de leurs ancêtres sauvages, le guanaco et la vigogne, furent les seuls animaux de bât et de laine du continent américain. Sans eux, le commerce à longue distance dans les Andes aurait été extraordinairement difficile. Les lamas transportaient des charges allant jusqu'à 40 kg par les sentiers de montagne qui reliaient la côte aux hautes terres. Les alpagas fournissaient une laine d'une qualité exceptionnelle qui protégeait les Andins du froid extrême des altitudes. Et le cochon d'Inde, ce rongeur domestiqué qui demeure aujourd'hui un aliment de base dans le régime andin, apportait une protéine animale accessible à des millions de personnes dans une région où le gibier se faisait de plus en plus rare. De ces racines agricoles et pastorales surgirent, des siècles plus tard, des civilisations qui rivaliseraient en échelle et en sophistication avec n'importe quelle culture du monde antique. Les Moches du nord du Pérou, avec leurs impressionnantes huacas d'adobe et leurs céramiques portraits qui captaient les visages individuels de leurs dirigeants avec un réalisme sans précédent. Les Nazcas, dont les lignes géantes tracées dans le désert, demeurent l'une des énigmes les plus fascinantes de l'archéologie. Les Waris et les Tiwanacus qui édifièrent les premiers États expansionnistes des Andes. Et finalement les Incas dont l'empire, le Tawantinsuyu, s'étendait du sud de la Colombie au centre du Chili, couvrant plus de 4000 km de cordillères et gouvernant plus de 10 millions de personnes sans recourir à l'écriture,
utilisant à la place un système de cordelettes à nœuds appelé quipu, qui enregistrait recensement, tribus, calendrier et, selon des recherches récentes, peut-être même des récits historiques. Chaque génération a continué de marcher, d'explorer, de s'adapter, de construire. Et chaque personne qui vit aujourd'hui en Amérique, quelle que soit son origine, foule une terre qui fut découverte, nommée et habitée pour la première fois par ces chasseurs qui traversèrent la Béringie il y a des milliers d'années. L'histoire des premiers Américains n'est pas une histoire du passé. C'est l'histoire du sol que vous foulez. Si ce voyage depuis les steppes de Sibérie jusqu'aux civilisations de Mésoamérique vous a fasciné, aidez-nous à continuer de raconter ces histoires. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait connaître la véritable origine des peuples américains. Rendez-vous au prochain voyage.